Durant les années 1970, dans le Massachusetts, les parents d'adolescents difficiles espèrent tous pouvoir inscrire leur enfant à l'école des Histo. Depuis les années 1978, un premier établissement a ouvert ses portes à Stockbridge. Son fondateur, Michael Desisto, est perçu comme un sauveur pour ses parents en difficulté. Lui-même se dit être une sorte de magicien d'Oz. Ce quarantenaire se souvient lui-même de son enfance comme d'une période très difficile. Il pense alors que pour aider ses adolescents en difficulté, il faut incarner une sorte de figure paternelle autoritaire et surtout bienveillante. Il faut dire qu'il a de l'expérience quoi. À partir de l'âge alors de 28 ans, il occupe un poste d'éducateur spécialisé dans un établissement du Long Island, Lake Grove. Il reste 11 années auprès d'adolescents en difficulté émotionnelle. Mais il finit par être licencié de Lake Grove car la direction trouve qu'il n'incarne pas les valeurs pédagogiques de l'établissement. À son départ, il est soutenu par beaucoup de parents d'élèves qui lui donnent de l'argent afin qu'il ouvre son propre établissement. Certes, ses idées sont un peu novatrices et c'est un fauteur de troubles dans l'âme. Mais bon, il a le don pour encadrer les jeunes en difficulté. Et puis, il a beaucoup de diplômes qui inspirent la confiance. Grâce alors au soutien financier des parents d'élèves et entouré de quelques membres de Lake Grove qui partent avec lui, il fonde sa propre école à Stockbridge. Sa méthode d'éducation a tellement de succès, dites-vous, que très vite, en 1980, il ouvre un deuxième établissement à Howey in the Hills, en Floride. Il installe son tout nouveau établissement dans une école désaffectée. Et rapidement, il va voir que le nombre d'inscrits augmente. Les professionnels de la psychologie adolescente envoient les parents vers les établissements des Histo pour y scolariser leurs enfants. Mais alors, quelle est la méthode en question, vous allez me dire? Des règles très strictes et l'implication des parents d'élèves dans la communauté éducative. Et de la psychologie, beaucoup de psychologie. Pendant presque 10 ans, dites-vous, ces établissements vont être glorifiés dans les médias qui s'arrachent sa présence. L'école affirme obtenir une certification d'enseignement spécialisée par la Floride et le Massachusetts, jusqu'à ce que la vérité éclate. Scandale financier, falsification de diplômes, fausse certification, mais aussi, malheureusement, des soupçons de maltraitance d'enfants, d'abus et de séquestration. L'école des Histo est même accusée d'administrer des médicaments puissants aux adolescents en toute illégalité. Et encore une fois, quand il s'agit de cacher un sombre et lourd secret, la voix des victimes perce difficilement. Quand la vérité est révélée sur les pratiques sordides des établissements des Histo, l'école est contrainte de fermer ses portes. Pourtant, dans ce genre d'histoire, toujours la même question. Quelqu'un savait-il ce qu'il se passait à l'intérieur des murs des écoles des Histo? Et toujours les mêmes doutes. Aucune véritable condamnation envers l'établissement concernant d'éventuels abus. Dans cette vidéo, les amis, je vous propose de découvrir avec moi une affaire quasiment inédite sur le YouTube français. J'ai vu pratiquement personne en parler. Une affaire similaire à celle de l'orphelinat de Jersey dont j'ai déjà abordé sur la chaîne. Je vous mets d'ailleurs juste le lien là ou là, je sais plus, désolé. Une affaire de maltraitance d'enfants dont la vérité restera probablement dissimulée à jamais. Bon, pour te dresser un petit peu le portrait, on a affaire à Albert Michael Desisto. Il est né à Boston, dans le Massachusetts, en 1939 et il est scolarisé à l'école privée de la paroisse. Enfant, il adore jouer au maître avec sa sœur, Jacqueline, comme s'il était à l'école. Mais attention, ce qu'il veut, lui, c'est jouer le rôle du maître. Sinon, il ne joue pas, c'est hors de question. Pourtant, on ne peut pas dire que c'est un élève très studieux. Il est même plutôt moyen en classe et déteste foncièrement l'école. Jacqueline et lui ont aussi un autre frère, Joseph. Leur père est un entrepreneur en bâtiment. Il meurt en 1950 quand Michael Desisto a 11 ans seulement. Malgré ses notes médiocres à l'école primaire, il obtient quand même son diplôme de fin d'études secondaires en 1957. Il s'essaie un petit temps comme séminariste à Boston où il étudie la théologie pendant 2 ans, avant d'être renvoyé très vite par le cardinal. Finalement, son CV mentionne qu'il obtient tout de même une licence d'histoire, puis un master en psychologie à l'université du Massachusetts, ce qui lui permet donc d'enseigner l'anglais et le latin comme remplaçant dans les écoles publiques. Puis il occupe un poste dans une académie militaire. Mais lui, l'enseignement en général ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui l'intéresse vraiment, ce sont justement ceux qui n'apprennent pas, ceux qui ont des difficultés à apprendre. Pour lui, la quatrième conjugaison d'un verbe n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il veut, c'est comprendre ce qui empêche les enfants d'apprendre. Il se souvient de sa propre culpabilité, en fait, face à ses échecs propres scolaires. C'était une épreuve assez difficile pour moi. Je n'étais pas un bon élève. J'étais un élève épouvantable. C'était terrible pour moi et
très douloureux. Lui qui pensait souffrir de troubles d'apprentissage et qui a finalement trouvé son salut dans les études supérieures à l'université. On le dit peu conventionnel dans ses méthodes éducatives. Un des employeurs de Michael Desisto se souvient d'ailleurs du jour où il est arrivé vêtu seulement d'un drap pour organiser une soirée toge. Et tout le monde ne semble pas réellement en accord avec sa pédagogie. Au cours des années suivantes, Desisto est licencié par 3 des 4 écoles qu'il a embauchées. En 1967, il intègre Lake Grove en tant qu'éducateur spécialisé. Au contact des adolescents en difficulté, il se sent comme leur père que la plupart d'entre eux n'ont jamais eu. Il en est sûr, il faut mettre la psychologie au cœur de l'apprentissage. Plus de psychologie que dans les écoles publiques en fait. Il se rend alors de temps en temps à des conférences de psychologie dans les années 1970. Puis, en 1978, après 11 ans à Lake Grove, il est licencié sans ménagement. La direction d'école le soupçonne d'entretenir une pédagogie trop éloignée des valeurs de la direction et de chercher à rallier à lui des parents et d'autres membres de l'équipe pédagogique. Certes, il se dévoue à son travail. Et les parents, lui, trouvent des idées novatrices, même si elles sont un peu radicales. Desisto n'est effectivement pas le seul à être convaincu de ses méthodes. Quand il est licencié par Lake Grove, un groupe de parents d'élèves l'encourage à ouvrir son propre établissement pour y mettre sa philosophie en pratique. Ils réunissent alors des dons et des avances de frais de scolarité à hauteur de 180 000 $ pour lui permettre tout simplement d'ouvrir son propre établissement. Ils sont tous prêts à le suivre et y inscrire leurs enfants. Peu importe s'il n'a pas du tout les certifications officielles pour ouvrir son établissement. Il en a rien à foutre. Tout le monde dit que Desisto a un don. Un don que les diplômes et les certifications ne garantissent pas. À son départ, un tiers des parents d'élèves et du corps enseignant de Lake Grove part avec lui. Ce personnel et ses élèves d'origine sont le noyau de la nouvelle école Desisto à la Stockbridge. Par défaut ou par destin, Desisto se retrouve alors à diriger le seul établissement qui ne peut pas le renvoyer. Parce que c'est tout simplement le sien. Je le rappelle, malgré son manque de certification professionnelle en enseignement. C'est-à-dire que le mec peut donner des cours en tant que remplaçant, mais pas avoir un poste fixe dans un établissement. Encore moins ouvrir un établissement. Le gars se met directeur d'école en toute illégalité. Et personne ne se doute de rien ou personne ne dit rien. Tout le monde suit aveuglément ce personnage charismatique, un peu rêveur et créateur. Il a tout d'un leader, un peu comme dans les sectes en vrai. Les professionnels de la psychologie envoient même des parents en détresse avec leurs adolescents vers l'école Desisto. Certains revoient leurs patients métamorphosés après leur passage entre ces murs thérapeutiques. Pour ces psychologues, l'absence de qualification de Desisto n'est absolument pas un problème. L'important, n'est-ce pas que Desisto sache comment aider les enfants en difficulté? L'école Desisto se forge alors la réputation d'être l'une des écoles spécialisées les plus performantes du pays. En 1978, l'année de son ouverture, les frais de scolarité annuels s'élèvent alors à 10 000 $. Ils comprennent le logement et la pension, mais pas les frais de thérapie et autres frais divers auxquels il faut ajouter 2 500 $. Les élèves sont présents 365 jours par an. Certains sont envoyés en voyage d'été ou des ateliers d'art. Face à la demande grandissante des inscriptions, en 1980, un autre établissement est ouvert à Howey, en Floride. À Howey, tout le monde se souvient de Michael Desisto. Flamboyant, électrique, arrogant, envoûtant sous ces mots utilisés par le voisinage pour décrire Desisto. À ce moment, Michael Desisto nourrit l'ambition d'ouvrir tout un ensemble d'établissements à l'échelle nationale. Et pourquoi pas d'ailleurs internationale aussi. Un ensemble d'établissements qui mettrait fortement l'accent sur la discipline et la thérapie psychologique à la fois. Et le premier, le campus de Stockbridge, serait son établissement pilote, comme il l'appelait. En 1981, les deux établissements Desisto dans le Massachusetts et en Floride comptabilisent aux alentours des 300 élèves. Ce qui est pas dégueu. Des jeunes majoritairement blancs et issus de milieux aisés. Tous ont des antécédents de problèmes allant de l'alcoolisme et de la toxicomanie à la schizophrénie, en passant même par la prostitution et les tentatives de suicide. Plus largement, des enfants que les écoles publiques refusent d'accueillir et que le système scolaire n'accepte pas vraiment. Ceux qui sèchent les cours, fument de la drogue dans les toilettes, ceux qui se montrent violents, etc. Ils sont donc envoyés par des conseillers d'orientation convaincus que la philosophie pédagogique atypique de Desisto peut les aider là où le système scolaire classique a complètement échoué. Des parents reconnaissants vont jusqu'à dire même que Desisto sauve des vies. Certains vont jusqu'à même déménager et changer d'état
pour pouvoir inscrire leurs enfants dans un de ces deux établissements. Et pour les familles qui n'en ont pas les moyens, un financement est mis en place par l'académie pour scolariser quand même leurs enfants en difficulté. Face à ces jeunes qui, selon lui, expriment leur colère envers le monde d'une manière qui fait peur aux gens, la réponse de Desisto doit être une discipline inflexible. Dans les établissements, il affirme que tout se passe très bien. Quand on leur impose un cadre, ces jeunes savent appliquer les règles. Ils ont conscience que leur comportement peut être mauvais parfois et veulent juste qu'on leur donne une chance de changer. Et même si les élèves sont des adolescents difficiles, l'école est plutôt calme en vrai. Quand l'un d'entre eux brave le règlement, il n'est pas puni. On le conduit symboliquement jusqu'aux portes de l'école. Puis on ne l'autorise à revenir que s'il promet d'effectuer 250 heures de travail d'intérêt général. Et selon Desisto, la plupart des élèves choisissent de rester et d'effectuer la tâche. Les normes sont strictes, mais les élèves les acceptent. Certains ont fugué pendant les vacances pour retourner à l'école. 90% d'entre eux poursuivent leurs études à l'université. Même les enseignants peuvent symboliquement être virés par les élèves s'ils sont une majorité à le demander. Le prof devant ensuite travailler à se réconcilier avec les élèves. Sur les campus, l'ambiance est chaleureuse et plutôt conviviale. Il faut dire que tous suivent des thérapies de groupe quotidiennement, élèves et enseignants. Le cours de maths ou de français peut s'interrompre à n'importe quel instant pour que chacun parle de ses petits soucis personnels. Les parents aussi sont encouragés à suivre une thérapie. Au début, certains parents se méfient un peu de Michael Desisto, qui semble presque là vouloir s'ériger en gourou. Mais il les rassure et leur assure que sa pédagogie nécessite une implication profonde de la famille. Il leur affirme que c'est nécessaire à la réadaptation de leur enfant. Nous n'inscrivons pas que les enfants. Nous inscrivons aussi les parents et nous essayons de redonner aux familles leur place. Ils sont aussi régulièrement invités à venir passer le week-end sur le campus. Ils se réunissent régulièrement en groupe, avec les enfants ou sans, pour des séances de thérapie de groupe. Oui, bon, vous avez capté. Dans cette école, tout le monde suit en fait une thérapie. Profs, élèves et aussi les parents. Car pour Desisto, en fait, si les parents veulent réussir à asseoir leur autorité, il faut aussi se montrer exemplaire. La thérapie, principalement de type gestal, met l'accent sur l'exploration des émotions. Selon Desisto, il est nécessaire en fait que les étudiants comprennent leurs émotions pour corriger leur comportement destructeur. Et selon Joe Papp, un parent d'élève qui est aussi membre du conseil d'administration de Desisto, dit qu'il a vu des enfants arriver complètement anéantis et changés en un mois de temps. Michael Desisto est présenté comme un génie thérapeutique qui sauve des vies. Même si lui reste modeste et qui ne les sauve pas, mais leur offre simplement une sécurité et une structure qui leur permettent d'être tout simplement eux-mêmes. Il les accompagne, il ne les juge pas du tout. Contrairement à l'école publique qui l'accuse de vouloir faire rentrer les élèves dans des cases à tout prix au risque de les maltraiter et de les rendre malades schizophrènes. École publique dans laquelle même les profs n'ont plus aucun droit d'autorité sur les élèves. Des profs qui ne sont plus que des machines bonnes à réciter des manuels de maths et de français. Les véritables enseignants n'ont pas de problème à se montrer autoritaires. Alors qu'avec un peu d'autorité et de limites, on peut résoudre tellement de problèmes. Après tout, bon, les élèves ne demandent que ça, qu'on leur impose un peu de discipline. Sa technique, c'est justement de réduire toute possibilité de choix laissée aux élèves. La place qu'il occupe en classe, la façon dont il s'habille et même la porte par laquelle ils doivent entrer. Selon lui, voilà ce qui fait comprendre aux élèves qui décident et contrôlent la situation. Encore, bon, faut-il se montrer pour un véritable père envers eux, instaurer une véritable interaction avec eux. Selon lui, l'école doit être dirigée comme une véritable famille en fait. C'est ce qui fait la différence entre ces établissements et les établissements publics. Diriger les élèves en leur montrant du respect et surtout beaucoup d'affection. 10 ans durant, la pédagogie de l'école Desisto est saluée par de nombreux articles de presse, tant elle paraît innovante et salvatrice. À son apogée, à la fin des années 1980, l'école Desisto compte environ 300 élèves inscrits sur les campus de Stockbridge et de Howe. Ces établissements sont surnommés l'école de la dernière chance. Et pour ces élèves, elles sont bien souvent la dernière alternative avant l'hôpital psychiatrique. Il assure que, conformément aux lois, il met tout en place pour offrir un cadre adapté aux élèves qui souffrent de troubles émotionnels et de l'apprentissage, comme lui finalement à l'époque. Pour lui, c'est l'école publique qui est en échec. Ces élèves ne sont pas mauvais et savent se montrer brillants et très créatifs. Après tout, s'ils se comportent mal, c'est simplement qu'ils attirent l'attention pour demander de l'aide. Pour lui, il est évident
que si un enfant vole, par exemple, c'est pour combler un vide et rechercher une sensation d'apaisement. Bien sûr, les frais de scolarité ont augmenté avec le succès de sa pédagogie et s'élèvent maintenant à 14 000 $ par année. Pourtant, en 1986, une affaire révèle que les établissements des histos ne sont peut-être pas aussi bienveillants qu'ils ne le laissent paraître. Heather Burdick, originaire du New Jersey, revient dans sa ville natale après un séjour à l'école des histos. Ce sont ses parents, David et Mary Lou, eux-mêmes enseignants, qui ont décidé de l'y inscrire. Selon eux, Heather se montrait particulièrement perturbée avec des tendances suicidaires. Elle consommait aussi de la drogue et de l'alcool. Ce sont des professionnels qui ont conseillé à son père de l'inscrire dans l'établissement des histos de Stockbridge. Pourtant, dans leur village, tout le monde se connaît. Une voisine qui connaît Heather depuis sa naissance la décrit comme la plus douce, la plus adorable et la plus merveilleuse des enfants. Une adolescente normale qui n'a rien à faire dans un établissement comme celui de Stockbridge. Quand elle est envoyée à Stockbridge au mois de juin, aucun voisin ne veut se mêler de ce qu'il considère être une histoire de famille. Mais au mois d'août, Heather réapparaît après avoir fugué de l'établissement. Elle semblait terrifiée et raconte des choses effroyables à la voisine qui l'a recueillie à propos de cet établissement. À tel point que Madame Chi lui demande de se rendre à la police. C'est évident, dans l'école des histos, il semble qu'Heather soit retenue contre son gré et maltraitée. Madame Chi porte plainte alors contre l'école des histos pour séquestration. Elle dit même avoir reçu des appels téléphoniques de parents d'élèves et d'anciens élèves pour témoigner aussi de mauvais traitements qu'ils ont vécu entre les murs des établissements. Des témoignages qui l'encourageaient à poursuivre son combat. En attente alors du procès, la jeune Heather est placée dans un refuge pour enfants. Mais lors du procès, le juge détermine que Heather n'est pas en danger et qu'elle doit retourner dans son établissement. Même la justice légale ne l'aide pas. La décision évidemment fait scandale et le juge chargé de l'affaire se retire du dossier. Une marche est organisée par des anciens camarades de classe de Heather. Des rubans jaunes sont même, dites-vous, accrochés partout dans la ville. Les voisins manifestent même leur mécontentement en portant des t-shirts où il est inscrit « Libérez Heather ». Ils tentent des poursuites alors judiciaires contre le tribunal et les services sociaux pour ne pas porter assistance à Heather. Finalement, ce sont les parents de la jeune fille eux-mêmes qui se retournent contre leurs voisins pour diffamation et atteinte à la vie privée. Pour eux, ce n'est qu'une campagne de haine orchestrée par les voisins en désaccord avec leurs principes éducatifs. Je n'ai en aucun cas le droit de leur imposer mes valeurs et ils n'ont en aucun cas le droit de m'imposer les leurs. C'est ce que va dire Mary Lou, la mère de Heather. Elle affirme même que cette Madame Chi a organisé tout ça pour que eux, ses parents, perdent la garde de Heather et qu'elle puisse l'adopter légalement. Et le tribunal donne raison aux Burdick. Il conclut que leur vie privée avait été violée et leur accorde alors 259 000 $ de dommages et intérêts pour diffamation. C'est lunaire. Michael Desisto, quant à lui, réunit une centaine de parents d'élèves à une conférence de presse pour soutenir les Burdick. Lui aussi se retourne contre le voisinage qui a lancé l'action en justice contre son école pour diffamation et gagne son procès. Qu'est-ce que alors Heather elle-même a à dire à ce sujet? Elle se plaint aussi de l'attention médiatique que toute l'affaire déclenche à son égard et demande à ce qu'on la laisse juste tranquille en fait. Elle est déjà traumatisée, pitié laissez-la quoi. Malgré tout, elle dit qu'elle ne se sent pas heureuse de retour dans son école et qu'elle s'enfuira de nouveau quand elle le pourra. Mais pour l'école des histos, le doute est serré dans l'opinion publique. Certains ne sont pas d'accord du tout avec la méthodologie des histos, d'autres pensent qu'elle fonctionne bien. Oui, c'est vrai, ces établissements comptabilisent un grand nombre de fugueurs. Heather n'est pas la seule. En 1987, la police recense 153 fugueurs. Mais après tout, si l'école des histos est appelée l'école de la dernière chance, il y a une raison. Cette institution accepte des élèves qu'aucune autre ne veut plus. Mais en 1988, un nouveau scandale entache la réputation de Desisto. Et pas des moindres. Un journal publie un article qui l'accuse d'administrer des médicaments à ses élèves pour les contrôler. Selon les témoignages d'anciens employés, Desisto demandait aux parents de leur administrer sans qu'ils soient habilités à le faire depuis 1981 déjà. Des dizaines d'anciens étudiants et membres du corps enseignant de Stockbridge affirment alors que des tranquillisants, des antidépresseurs et des antipsychotiques étaient distribués librement. En particulier au début des années 1980. Desisto réfute toute accusation et affirme que tous les médicaments distribués sont légalement prescrits et soigneusement contrôlés. D'ailleurs, y a-t-il déjà eu le moindre problème? Après tout,
Il encadre un public de jeunes en difficulté émotionnelle. N'est-ce pas du coup là normal de devoir administrer parfois des médicaments? Les étudiants auraient été ingérables s'ils n'avaient pas pris de médicaments. Il dit qu'il n'est pas au courant de la réglementation du Massachusetts concernant la distribution de médicaments. Ce n'est pas du tout mon domaine, désolé. Il refuse alors les inspections sanitaires et ne fait qu'alimenter les soupçons. Quand tu refuses souvent, c'est quand même très mauvais signe. C'est que tu as un truc à te reprocher et que tu caches sûrement quelque chose. Bizarre. Quand les journalistes alors tentent de joindre les médecins scolaires censés délivrer les médicaments en question, ils sont injoignables bizarrement. Ils ne vivent même pas là où ils sont censés travailler et ne travaillent dans leur établissement que 1 ou 2 jours par semaine. Oui, il leur arrive de délivrer des médicaments secs, des gélules et même des comprimés. Mais ils sont enfermés dans une armoire à l'infirmerie et strictement contrôlés par une infirmière. Les parents d'élèves ne font que les distribuer. Mais l'un des deux finit par avouer qu'il délivrait parfois des médicaments plus forts sous forme liquide. Les parents d'élèves étant chargés de les administrer en présence d'un témoin pour contrôler la dose. Mais un ancien employé avoue avoir été témoin d'erreurs de dosage fréquentes entre les mains des parents quand l'infirmière ne travaillait pas, car elle ne travaillait dans l'établissement que la journée. Le campus alors de Stockbridge perd son accréditation officielle à recevoir un public en difficulté, ce qui met des histos en grande difficulté, d'autant que la hargne monte aussi du côté de certains parents d'élèves qui s'estiment avoir été arnaqués par des histos. Certains l'accusent d'avoir empoché des frais de scolarité avant de renvoyer leurs enfants au bout de 5 jours. Il est poursuivi alors pour rupture de contrat. D'autres parents aussi dénoncent des conditions d'hébergement insalubres dans les établissements de des histos, notamment dans les dortoirs. Apparemment, c'était dégueulasse. Michael Desito se défend. Il affirme que ces accusations ne sont que l'expression de familles en difficulté. Pour lui, c'est simplement que les parents sont frustrés de ne pas pouvoir s'investir autant que sa pédagogie l'exige. Et d'après lui, les parents qui l'accusent, ce ne sont que des parents découragés face aux difficultés de leur enfant qui reportent en fait leur frustration sur l'école. Traîné devant les tribunaux, ce n'est ni la première fois ni la dernière. En réalité, Michael Desisto a déjà été poursuivi de nombreuses fois pour fraude et rupture de contrat. Exactement 23 fois. On aurait pu se douter qu'il y avait un truc bizarre avec ce mec. Autant vous dire, multirécidiviste, le Desisto. Le directeur d'établissement spécialisé est accusé d'avoir falsifié les taux de réussite dans son établissement de Howey en Floride. Les poursuites d'ailleurs sont toujours en cours pour des faits similaires au moment où le journal relève l'affaire. Desisto déclarait presque 90% de taux de réussite alors qu'il était en réalité très faible. Dans l'école Desisto en Floride, seuls 37 élèves auraient obtenu leur diplôme en 5 ans. Quant à l'établissement de Stockbridge, aucun dossier n'est disponible dans les archives, sur les 120 élèves inscrits chaque année. Certaines poursuites contre Desisto concernent d'ailleurs aussi les frais de scolarité que des parents lui ont avancés sans que leur enfant ne soit scolarisé ensuite. Un parent d'un élève de Stockbridge l'accuse alors de lui avoir avancé pas moins de 100 000 $ sans qu'il ne lui soit jamais remboursé. Et malgré les bruits qui commencent à courir, Desisto ne se sent pas en danger du tout et fait paraître en 1991 son unique livre. Le titre « Décoder votre adolescent. Comment se comprendre mutuellement pendant les années tumultueuses ». Mais encore, un qui aurait mieux fait de se taire. Après sa publication, des articles remettent littéralement en cause le master en psychologie qu'il prétend avoir. À l'université du Massachusetts, le directeur des études supérieures déclare que Desisto n'a jamais été inscrit. L'université ne propose même pas de master en psychologie, mais seulement un doctorat. Quand la supercherie alors est révélée, il avoue tout. Il n'a jamais eu de master en psychologie, c'est une simple erreur de son assistante quand elle a rédigé son CV. Il jure, il a fait détruire tous les exemplaires de son CV erroné depuis qu'il l'a repris. Desisto se dit alors blessé par des personnes qui manifestement lui veulent du mal. Il admet avoir commis des erreurs irresponsables, mais affirme être bien intentionné. Je m'en vais à moi-même. Je suis très en colère quand je fais une erreur. Il se défend en disant que tous ses postes étaient des emplois temporaires ou des interventions pendant des ateliers, voire même des cours improvisés avec ses propres amis. Pourtant, pendant des années, il les a bien revendiqués, ces diplômes. Pourtant, ils sont tous absolument faux. Quant aux certifications professionnelles, il n'en existe tout simplement aucune. Le pays alors là entier se rend compte que Desisto a menti et que sa carrière a été surestimé. Ceux qui le défendent continuent de dire que on n'a pas besoin de diplôme quand on est éducateur,
dans l'âme. Pour eux, Desisto n'en reste pas moins un génie, même si bon, sa carrière est basée sur un pur mensonge. Même les postes qu'il dit avoir occupés, c'est complètement du bidon. Personne ne trouve alors la moindre trace de lui là où il prétend être passé. Même les services des ressources humaines, dites-vous, affirment qu'il n'existe aucune trace de lui comme membre du corps enseignant. Ultime supercherie. Même certains noms des universités qu'il mentionne dans son CV sont évidemment, encore une fois, vous l'avez au bout de la langue, complètement fausses. Ce type a juste monté une énorme arnaque. Il n'a en réalité aucun diplôme et tout son système repose sur des mensonges. La réalité de la vie de Desisto est bien moins glamour que l'image qu'il a voulu finalement en donner. Pourtant, il persiste. En 1987, Desisto souhaite installer un nouvel établissement, il force le frérot, à Oway nommé Desisto College. Mais la municipalité s'y oppose évidemment, craignant que Desisto ne cesse d'agrandir son école et d'envahir la ville avec ses jeunes délinquants. L'expérience est de courte durée face à l'opposition de la ville. Déjà, quand il est arrivé en 1980 avec ses disciples de l'école Lake Grove, les habitants étaient loin d'être ravis. Et puis la rumeur, selon l'établissement, utilise des drogues pour endormir les élèves se répand. En plus, il a laissé cette secte, la parole de la Bible, célébrer ses offices dans le gymnase de son établissement. Une secte soupçonnée d'avoir recours à des techniques de lavage de cerveau pour escroquer des gens et leur soutirer de l'argent. Et puis Desisto ne paierait même pas ses propres impôts. Bon, pour l'empêcher d'étendre son établissement, la ville fait voter un nouveau plan d'urbanisme pour modifier le zonage. Bon là, Desisto hule à la discrimination et tente de contourner les nouvelles règles de zonage. Pour ouvrir son établissement contre l'avis de la municipalité, il loue un manoir historique. Mais cela, évidemment, ne fait qu'empirer le mécontentement des riverains. Après alors des procès qui lui coûtent des centaines de milliers de dollars, il est forcé de capituler et d'abandonner son idée. Il promet aussi de limiter la capacité d'accueil de son établissement à 160 élèves, en plus de faire un don d'environ 80 000 dollars en espèces à la ville, mettant ainsi donc officiellement fin à tout ce conflit. Mais c'est trop tard. Les détracteurs s'intéressent de près à ses affaires financières. On lui cherche la moindre casserole là pour le forcer à fuir la ville. Mais alors, où va tout son argent? Après tout, il demande des frais de scolarité très élevés. L'école Desisto engrange plus de 7 millions de dollars par an en frais de scolarité, droits d'inscription et dons, etc. À quoi il faut ajouter la valeur totale des propriétés du domaine Desisto, estimée à 6,7 millions de dollars. Pourtant, Desisto affirme que son institution n'a pas un but lucratif et que sa seule porte de revenus est un salaire de 54 000 dollars annuels. En raison de son statut à but non lucratif, il ne paie donc pas d'impôts. Alors, en plus d'avoir falsifié ses diplômes, aurait-il détourné de l'argent? Serait-il coupable de fraude fiscale? Malgré les problèmes financiers apparents, il mène pourtant un style de vie opulent. Il voyage dans tous les pays pour rencontrer les parents et participer à des talk shows grâce aux nouveaux biens immobiliers dont il dispose. Le jour de son mariage, dans la ville de Oway, il défile alors avec la mariée sur le dos d'un éléphant. 400 personnes sont invitées ce jour-là. Tous les présents sont gâtés et régalés pendant 3 jours. Au menu, crotale grillée du Texas et palourde de Cape Cod. Pendant les festivités, le couple se déplace alors en calèche, en montgolfière et même en charrette tirée par des bœufs. 2 feux d'artifice aussi, dites-vous, sont tirés. Ils se mettent vraiment bien. Mais les habitants ne sont pas dupes. Desisto cherchent à acheter leur sympathie après les procès. Des enquêtes alors révèlent qu'en réalité, les biens immobiliers de l'école Desisto ne lui appartiennent pas officiellement. Les biens appartiennent en fait à des associés par l'intermédiaire d'une société immobilière à but lucratif, elle. D'autres sites appartiennent à des particuliers, y compris des parents d'anciens élèves de Desisto. Desisto s'avère alors être coupable de fraude fiscale depuis près de 10 ans maintenant. Et les procès avec la ville de Oway ont déjà eu beaucoup d'impact sur ces établissements. D'autant que des anciens employeurs lui tombent aussi dessus et lui demande 1,14 million de dollars en arriérés de salaire et dommages et intérêts. Michael Desisto est contraint alors de fermer le campus de Oway et doit se contenter de son seul établissement de Stockbridge. Se croit-il enfin alors à l'abri du mécontentement qui monte à son égard? Après la fraude de l'exercice illégal de la médecine, cache-t-il d'autres sombres secrets? Les années qui suivent ne sont qu'une longue déchéance liée à des accusations sordides. Sordides et malheureusement beaucoup répandues dans ces histoires. En 1995, c'est d'abord Alfonso Saiz, un parent d'élève, qui est condamné à 4 à 5 ans de prison pour avoir agressé sexuellement 6 élèves de l'école Desisto. Une enquête
des services sociaux est alors enfin ouverte en 1996. Elle révèle aussi des cas d'abus et de négligence sur plusieurs élèves, ce qui conduit alors à traduire en justice 2 employés de l'école pour abus ou négligence envers un patient handicapé. L'élève en question, à qui il a été administré du lithium, avait dû être conduit à l'hôpital. Même si l'enquête aboutit à l'abandon des charges contre ces 2 membres du personnel, elle attribue la responsabilité à la direction et au personnel médical agréé. On comprend là maintenant du coup beaucoup plus pourquoi Desisto a souvent refusé les inspections des services de santé dans ces établissements. Pourtant, lui continue de faire le malin. En 1999, il produit une comédie musicale intitulée Inappropriate. Le spectacle est joué à Broadway, mais aussi à Los Angeles en 2000. Et Desisto espère bien le faire adapter au cinéma, mais le projet n'aboutira jamais. Finalement, toutes ces accusations contre lui et les dérives de ces établissements était-elle vraie? Probablement, puisque le culte Awen Rennes Network, un observatoire de surveillance des groupes à dérive sectaire, inscrit l'école Desisto sur sa liste en 2003. La même année, Desisto succombe alors à une hémorragie cérébrale à la suite d'une greffe au rein à l'âge de 64 ans. C'est la fin donc de sa vie, mais pas celle des scandales pour son nom. Car l'école Desisto continue encore d'être accusée d'avoir dissimulé de sombres pratiques, notamment maltraitance et abus envers les enfants. Tout le monde sait maintenant que les élèves ne sont pas en sécurité à l'école Desisto et que leur santé est mise en danger. L'État alors du Massachusetts ordonne la suspension des inscriptions et à ce moment, les frais de scolarité s'élèvent à 71 000 $ et les effectifs sont tombés à moins de 30 élèves. En juin 2004, après de longues batailles juridiques et de nombreuses accusations, l'antenne de Stockbridge choisit de fermer. Enfin, il ferme ses portes là. Autant vous dire que ça sent vraiment la fin. Mais la direction ne cesse pas pour autant ses activités et rebâtit l'institution Cold Spring Academy. Un établissement ouvre à Sarasota, en Floride, mais ferme rapidement et définitivement en 2005. Aujourd'hui, à Oway, il ne reste plus qu'un petit parc avec une fontaine, une allée en briques rouges et des bancs à la place de l'établissement Desisto. Et heureusement en vrai. Tout comme les affaires de l'orphelinat en fait de Jersey qu'on a pu traiter sur la chaîne, ou encore les enfants du CD-ROM de Zandvoort que je vous mets juste là. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Comme on le remarque dans ces affaires, l'argent fait souvent taire les voix des victimes et empêche les enquêtes d'aboutir. Alors vous allez me dire, mais Léo, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Pour moi en tout cas, c'est déjà le moment de vous laisser les amis. On part directement sans plus tarder sur la prochaine préparation de la prochaine vidéo qui arrive sur la chaîne. Pour la découvrir les amis, je vous invite à ne pas du tout rester déconnecté trop longtemps. À bientôt, c'était Léo. Et mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire, vraiment ça m'intéresse. We're stuck in a goddamn loop! Panic! We need to repair. Go, 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 go. Oh God. Oh God.